Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette table ronde intitulée « La théorie de l'essaim ». Je m'appelle Gabrielle Maréchaux, je suis journaliste environnement à The Conversation, un média en ligne qui propose des articles écrits par des scientifiques au grand public. Et je modérerai donc cette table ronde aujourd'hui avec à mes côtés d'abord peut-être Joëlle Vintrobert. Alors je ne sais pas si j'ai besoin de vous présenter ici Joëlle, mais je vais quand même essayer de le faire. Vous êtes une autrice prolifique avec 13 romans et 4 recueils de nouvelles. Vous mêlez SF, fantasy, post-apocalyptique et roman historique dans votre œuvre. Votre premier roman, Les Utopiales tronquées, est paru en 80. Et parmi vos derniers ouvrages, on peut peut-être citer Couvée de filles, qui vient de paraître aux éditions du Diable Vauvert, qui est un recueil de nouvelles. Et avant cela, peut-être Pollen, dans une table ronde intitulée La théorie de l'essaim, qui est paru en 2002 et qui a été republié en 2021, toujours aux éditions du Diable Vauvert. Pollen, qui est peut-être un clin d'œil à vos activités d'apicultrice amatrice, que je me devais aussi de souligner dans une telle table ronde. Vous, les Utopiales, c'est une grande histoire, puisque vous avez participé à la création de ce festival en 88. Vous êtes une grande habituée depuis, et en 2021, vous avez reçu, pour saluer toute votre œuvre, le prix extraordinaire des Utopiales. Une œuvre très diverse et prolifique, mais je sais qu'un des thèmes que vous aimez rappeler comme peut-être étant central dans toute cette œuvre, c'est celui de la révolte. Révolte qui peut-être sera féconde pour interroger la théorie de l'essaim. À mes côtés également, Patrice Lajoie. Patrice, vous menez de front plusieurs activités très riches qui pourront nous être utiles pour questionner la théorie de l'essaim. Vous êtes d'abord un chercheur. Vous avez commencé en paléontologie à vous intéresser à la migration des grands mammifères. Et aujourd'hui, c'est peut-être un autre type de migration qui vous intéresse notamment, c'est celui de la migration des récits en mythologie comparée. À côté de cela, vous êtes également un spécialiste de SF soviétique. Vous avez publié avec votre femme Victoria Lajoie, traductrice qu'on salue, Étoile rouge, qui a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire en 2018, et c'est votre troisième participation aux Utopiales. Et enfin, Floriane Soulas, bonjour. Vous venez de sortir aux éditions Argile Tonnerre après les ruines, une très riche épopée post-apocalyptique. Avant cela, votre ouvrage précédent, Les Oubliés de Lama, a reçu le prix Utopial de 2022. Et avant cela encore, vous vous êtes essayé à la fois aux univers steampunk avec Rouille, à la fantaisie avec Les Noces de Renard. Et si la foudre est un thème que l'on retrouve souvent dans vos ouvrages, c'est peut-être pas un hasard, car vous avez également soutenu une thèse en 2016 en génie mécanique qui portait sur les impacts de la foudre sur les matériaux composites utilisés en aéronautique. Et enfin, vous êtes également une grande habituée des Utopiales, dont vous n'avez raté quasiment jamais un épisode, vous m'aviez dit, depuis votre première venue en 2009. Floriane, en discutant avec vous pour préparer cette table ronde, vous avez souligné ce qui semble être peut-être un paradoxe de la notion d'essaim. Essaim qu'on l'entende dans un sens d'apiculteur ou de féru de science-fiction, parce que l'essaim, c'est à la fois quelque chose qui est tourné vers l'extérieur et vers l'intérieur. Je m'explique. Que ce soit un groupe d'abeilles quittant une ruche pour trouver un nouvel habitat ou une population humaine cherchant à essaimer dans la galaxie, on a d'abord effectivement ce mouvement vers l'extérieur. Mais un essaim, c'est aussi une organisation interne très structurée, avec des rôles bien précis, des interdépendances, et du coup quelque chose peut-être plus tourné vers l'intérieur. Alors c'est peut-être un premier paradoxe de l'essaim, et il y en a peut-être un autre aussi aujourd'hui, concernant la SF, c'est peut-être le paradoxe de continuer de rêver à terraformer des planètes quand notre planète Terre est en surchauffe et où l'on voit des limites planétaires être dépassées à un rythme assez effrayant. Alors pour essayer de sonder tous ces paradoxes, je vais peut-être d'abord commencer par me tourner vers nos deux autrices de fiction, Floriane et Joëlle. Vous avez toutes les deux raconté des récits à la fois d'essaimage dans l'univers, mais également de fantaisie. Vous avez décrit des univers post-apocalyptiques où la survie est très difficile dans une terre désolée. Dans vos processus créatifs respectifs, qu'est-ce qui vous motive d'abord à placer un récit dans un cadre de colonisation de l'espace ou non ? Est-ce que ce cadre prime sur l'histoire que vous allez raconter ? Est-ce que ce cadre vous paraît fécond ou au contraire générer des difficultés particulières ?
Alors, moi, je me suis intéressée à la colonisation dès mon deuxième roman de science-fiction qui s'appelait Les Maîtres Feux, où effectivement, on a cet essaimage de colons humains sur une planète, où on a une race de sauriens autochtones. Et donc, ça m'intéressait de montrer comment effectivement les humains interagissent avec cette race. Et comment, effectivement, les processus de domination se mettent en place, d'autant plus s'il y a quelque chose d'extraordinaire à récupérer de cette race, qui est une longévité absolument extraordinaire. Voilà, donc dès mon second roman, en fait, j'ai exploré ce thème. Je l'ai également exploré dans des romans historiques. Donc c'est quelque chose qui m'a sans doute quand même pas mal travaillé. Et et puis finalement, on peut coloniser une planète, oui, comme dans Pollen, où il n'y a pas d'autochtones, mais effectivement, c'est une façon d'investir l'espace qui est complètement différente. Alors moi, c'est vrai que pendant longtemps, c'est pas une question qui m'a intéressée. Parce que j'ai lu beaucoup de space opéra où justement on partait très loin. Et je me dis c'est marrant parce qu'il y en a pas tant où on se dit, on a quand même plein de planètes autour de nous. Et scientifiquement, ça serait déjà très dur d'aller sur Mars. Et je me dis, ce serait intéressant déjà de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans notre système solaire. Donc moi, je suis restée là. Parce que je me suis dit, déjà, les extraterrestres, c'est compliqué, tu vois, de se mettre dans la tête d'une autre race pour inventer une autre race et tout ça. Alors que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'était plutôt de questionner notre humanité en tant que société et comment elle se comporte quand on la sort de la Terre. Est-ce qu'elle va refaire les mêmes bêtises? Est-ce qu'elle va se comporter différemment? Est-ce qu'elle va essayer de faire autre chose? Est-ce que si vraiment on avait une société qui se construisait sur Neptune ou même Mercure ou d'autres planètes, est-ce qu'on arriverait à faire autre chose ou à mettre juste quelques différences? Et en fait, qu'est-ce que ça impliquerait quand des peuples issus de différentes planètes, donc avec différents systèmes, se retrouvaient dans un seul endroit, qui serait Lama? Et est-ce qu'on arriverait, qu'est-ce qu'on ferait en tant qu'humain d'un endroit où il n'y a pas de loi, où il y a quelque chose? Est-ce qu'on referait toujours les mêmes bêtises? Et la réponse est oui, je pense, mais peut-être que non. Donc c'est ça qui m'intéresse, et c'est vrai que de ce point de vue-là, alors je l'ai essayé en Uchronie, déjà avec Rouille, mais c'est vrai que je trouve que le Space Op offre une liberté. Et c'est un peu, je trouve, en SF, Pierre Bordage, il dit souvent ça, mais en fait, on n'est pas souvent d'accord, Pierre et moi, mais là, on est d'accord. Il dit souvent que le Space Op, c'est le dernier bastion de la liberté vraiment en imaginaire et de l'imaginaire vraiment merveilleux, où on peut vraiment encore imaginer tout, et il y a pas trop, il y a des codes, mais il n'y en a pas tant, et il y a vraiment une liberté vraiment très forte, et je suis vraiment d'accord avec lui, parce que tout est possible, tu peux inventer des sauriens, ou des êtres micellaires, qui ont une conscience super grande, tout est encore possible, et il reste cette liberté, et du coup ça donne envie d'aller voir, quoi. Et après, le post-apo, c'est d'autres règles qui sont aussi très intéressantes, je trouve, mais c'est quand même plus cadré, mais en fait je fais la même chose dans tous mes univers. Mais du coup, dans le processus, le cadre s'impose tout de suite. Par exemple, l'histoire de Tonnerre, c'est une histoire aussi de quête d'identité. Dans votre tête, elle est tout de suite été liée à un cadre post-apo, ou ça aurait pu... Alors pour Tonnerre, non. Ouais, c'était sûr que ce serait du post-apo, mais en fait mes histoires, je sais pas toi, tu me diras, ça m'intéresse, viennent toujours avec les personnages, mais pour moi les personnages sont indissociables d'un univers. Donc par exemple, Kat, qui est une scientifique, il fallait qu'elle puisse, en fait pour pouvoir découvrir qui elle est, il fallait qu'elle puisse sortir de chez elle. Et j'avais envie de l'amener vraiment loin, donc le Space Up était tout indiqué, et parce que je voulais aussi aller voir Jupiter. Mais pour le post-apo, c'était évident que mes personnages, ils allaient souffrir, parce qu'ils étaient dans un monde où en fait la souffrance est tout le temps là, et c'était trop cohérent avec leur histoire, leur vécu, et donc c'est indissociable, ça va ensemble. Oui, je pense que les personnages sont quand même complètement déterminants. Alors effectivement, on ne peut pas les sortir de leur contexte. Donc mon premier roman, c'était une anticipation à court terme, mais elle est vraiment fondée sur deux personnages majeurs qu'on suit pendant tout le roman. Et puis donc le deuxième, on a vu, c'est la colonisation dans l'espace, et le troisième c'était un post-apo justement. Mais chaque fois, nous avons le même parcours. Voilà, chaque fois, ce qui était important pour moi, c'était de voir mes personnages évoluer dans cet univers contraint que je leur imposais.
Et si on se tourne maintenant du côté des mythes, Patrice, vous avez une connaissance extrêmement prolixe de divers types de mythologie. Est-ce que l'idée déjà soit d'une planète Terre inhabitable, soit de potentiellement quitter la Terre, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans les mythes ou pas? Oui, oui et non. Symboliquement, oui, on peut. Par exemple, dans nombre de mythologies, on va sur la Lune, mais on y va parce qu'on est mort. Mais certaines de ces mythologies pensent que sur la Lune, il y a des habitants. Ça existe en Afrique, ça existe en Océanie, en Asie. Beaucoup moins en Europe, où c'est très très peu attesté. Bon, il y a Lucien de Samosate qui a écrit des choses assez rigolotes, mais ça ne cadre pas avec la mythologie grecque en tant que telle, dans laquelle certains astres, je dis bien astres, c'est-à-dire le Soleil et la Lune, peuvent être un point de passage pour les âmes, avant leur réincarnation. Mais c'est pas vraiment du voyage, c'est de la métempsychose, c'est autre chose. Il faut attendre très très longtemps quand même pour avoir des récits littéraires de vrais voyages vers d'autres mondes et qui ne soient pas strictement fantaisistes. Donc à ce niveau-là, non. On a des mythes qui imaginent des créatures, des humanités ailleurs, sur la Lune, parce que la Lune, elle est visible, on voit que c'est quelque chose, c'est un gros caillou. Rarement au-delà, mais l'idée même de voyage physique ne se matérialise pas. C'est très peu fréquent. Ok. Et en discutant avec vous en amont de cette table ronde, vous me soulignez un point qui est que quand on pense espace et littérature, on a tendance, peut-être surtout aux utopiales, à penser space opéra, colonisation, essaimage, mais qu'il peut aussi exister d'autres types d'interactions avec l'espace et qu'on peut aussi essayer de communiquer ou de voyager sans arrière-pensée d'essaimage ou de colonisation. Je ne sais pas si, avec notamment du coup plus du côté cette fois de la SF soviétique, où vous me parliez de cela. Alors, si on bascule d'un point de vue strictement réaliste cette fois-ci, parce que la SF soviétique est rationnelle au possible. Quand on parle d'essaimage, de colonisation, la plupart du temps, du point de vue historique, on part d'une situation de crise. C'est-à-dire que la plupart des mouvements migratoires par le passé, des mouvements migratoires massifs, sont liés à une situation de crise sur le point d'origine. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été même théorisé dans l'Italie ancienne pré-romaine, avec ce qu'on appelait le ver sacrum, le printemps sacré. C'est-à-dire, quand une cité connaissait une crise majeure, elle vouait tous les garçons à naître l'année suivante au dieu Mars, et quand ils atteignaient l'âge de 20 ans, ils devaient partir. Et ça formait une armée qui allait conquérir et coloniser un nouveau territoire et fonder une nouvelle cité. Donc c'est quelque chose qui est très très ancré dans l'histoire. Mais pour reciter l'aphorisme célèbre de Konstantin Tsiolkovsky, si on se met à l'échelle de la Terre est un berceau, mais personne ne passe sa vie dans son berceau. Le problème, c'est que ça a été noté assez rapidement, justement par des auteurs strictement rationalistes, mais il faut des moyens pour quitter la Terre. Beaucoup de moyens. Et c'est Ivan Yefremov, qui était paléontologue d'ailleurs, qui a clairement écrit que l'humanité ne pourra réellement essaimer, quitter la Terre et voyager parmi les étoiles que quand elle s'en sera donné les moyens. Et pour s'en donner les moyens, il faut résoudre toutes les crises. Parce qu'à partir de ce moment-là, on aura les budgets nécessaires, les ressources matérielles qui ne seront plus détournées pour des guerres, pour résoudre des problèmes. Une fois qu'on aura tout pacifié, on pourra y aller. Et du coup, dans l'œuvre de Ivan Yefremov, par exemple, quel type de rapport avec du coup l'exploration spatiale ça peut donner Alors, c'est quelque chose d'assez particulier parce que chez lui, les voyages dans l'espace sont finalement assez rares parce que très coûteux
Et puis surtout, il est encore une fois presque hard science, c'est-à-dire que les vaisseaux ne vont pas plus vite que la lumière. Donc ce sont des équipages héroïques qui s'embarquent pour 60 ans. Et en même temps, il a inventé un système qu'il a appelé le Grand Anneau, qui est en fait une source d'espoir quelque part, parce que c'est un système de communication d'une civilisation à l'autre qui fait le tour de la galaxie. Mais ça voyage à la vitesse de la lumière, et donc les informations que la Terre reçoit sont dues à des gens qui sont déjà morts, et les informations que la Terre émet seront reçues par des gens qui vivront bien plus tard. Mais malgré tout, le contact est établi. Alors, on en reste à l'idée de, pour ça, il faut des ressources, et il montre dans son roman La nébuleuse Andromède que chaque fois qu'on lance une communication, on coupe l'électricité quasiment partout, parce que le laser qui va servir est tellement colossal qu'il faut toutes les ressources de la planète pour le faire. Et voilà, pour ça, il faut que tout le monde soit d'accord. Puisque vous pointez des limites énergétiques notamment, ce qui m'a assez intéressé dans certains de vos récits, Joël et Floriane, c'est de voir que vous aussi vous posiez des limites à un essaimage avec parfois des essaims de population qui cherchent à faire naître ou renaître une civilisation, mais en prenant compte de limites très claires, que ce soit des limites spatiales, avec un territoire où on n'ira pas explorer au-delà, ou des limites aussi démographiques, avec un très fort contrôle des populations. Pourquoi est-ce que ces limites vous intéressaient et pourquoi vous avez voulu les mettre en scène ? Pollen, donc, c'est la tentative utopique de créer une société où on aurait éradiqué la violence étant décrétée masculine par les colonisatrices qui arrivent sur la planète, puisqu'elles sont arrivées dans une arche où les hommes se sont entretués ou sont réputés s'être entretués. Donc quand elles arrivent sur cette planète, elles sont 100, les 100 mères, en fait il y en a peut-être un peu plus, mais 100 capables de procréer. Et donc elles décident de donner naissance, puisque grâce à l'arche, elles ont les moyens de donner naissance à des enfants, de donner naissance par manipulation génétique, non plus à une cellule familiale classique, donc évidemment on a les mères au départ, mais de donner naissance à une triade, c'est-à-dire deux filles, un garçon, et donc de cette façon-là, donc on va avoir une société qui va se développer d'une façon inégalitaire forcément, puisque on aura beaucoup plus de filles que de garçons, 2 pour 1. Et donc l'idée, c'est de faire un monde complètement où on a vraiment éradiqué la violence, complètement écologique, donc toujours par manipulation. On a des arbres par biotechnologie, donc on a des arbres qui sont en symbiose avec leurs habitantes, donc ce rapport symbiotique avec des arbres qui sont absolument magnifiques. On a 7 cités. Et le nombre d'habitants possibles par cité est contraint. Et surtout, elles ont décidé de n'occuper qu'un continent de la planète pour laisser complètement vierge l'autre partie de la planète, de façon à justement ne pas épuiser les ressources et respecter la biologie, tout ce qui est vivant sur cette planète. Et donc le problème évidemment, c'est que 2 pour 1, ça finit par poser problème évidemment, puisque les hommes se sentent ils sont exclus des situations de pouvoir, et donc ils se sentent effectivement dominés. Et d'autre part, donc la planète a eu besoin de se protéger d'incursions de pirates, donc elle a créé sur un satellite qu'elles appellent le bouclier, donc une caste de guerriers en fait, et chargés de défendre la planète, donc eux obligés d'être violents à l'occasion, et donc qui ont justement essayé de dominer la planète, mais elles étaient malines, les mères, elles ont décidé de contrôler la reproduction de ces garçons, et donc effectivement sans l'aide de la planète, ils ne peuvent pas se reproduire. Voilà, mais donc on a
le parallèle entre le bouclier où on a une cellule familiale nucléaire classique, père, mère et 2 garçons, jamais de filles. Ça, on l'obtient effectivement par manipulation génétique. Et en revanche, sur la planète, une cellule familiale qui est composée de ces triades, donc de 2 sœurs, un frère, qui sont complètement fusionnelles et qui ne sont pas élevées par un père et une mère, mais par des marraines. Et alors, c'est très intéressant, je pourrais t'écouter parler. En fait, j'ai plein de questions, mais c'est pas moi qui pose des questions. Ah non, mais... Parce que du coup, tu dis qu'elles gardent qu'un seul continent sur tous, donc ça veut dire qu'il y a quand même un contrôle de la population sur le continent où elles sont aussi. Tout à fait, tout à fait. Elles maîtrisent complètement la reproduction, puisque les enfants naissent dans des cuves, en fait. Ils sont pas... Passer le moment où elles ont dû délivrer ces enfants elles-mêmes au départ, ensuite les enfants ne sont pas élevés ne viennent pas d'une grossesse humaine. Voilà. C'est intéressant. Et alors moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait l'AMA, moi, qui est une espèce de décharge flottante. Et moi, ce que j'aime beaucoup explorer, c'est les systèmes dans les systèmes et les villes dans les villes. Enfin, j'ai l'impression que toute la société est construite en espèce de strates un peu comme des poupées russes. Et du coup, j'ai aussi ce problème d'espace limité, où donc il y a un contrôle de la reproduction, mais de toute façon, c'est pas vraiment des gens qui ont envie de se reproduire qui finissent sur l'AMA. Donc, il y a des enfants, mais pas beaucoup. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'était de dire, voilà, on est dans cet endroit qui est très restreint, avec une certaine quantité de personnes, et il n'y a pas de loi. Donc, comment les gens vont réagir, sachant que, en fait, ils sont dans l'espace. Et tout est hostile. C'est un peu l'Australie, mais dans l'espace. Tout est hostile. Il y a une quantité d'air limitée, il y a une quantité d'eau limitée. Il faut recycler. Et du coup, comment on s'organise s'il n'y a pas de règles à la base et qu'on peut faire ce qu'on veut. Et en fait, j'avais envie d'explorer, de me dire qu'en fait, à mon avis, peut-être je me trompe, mais à mon avis, même si on n'a pas de règles, on va recréer des règles. Et quelles seraient ces règles que ces gens-là vont recréer, sachant que potentiellement tout le monde se déteste parce que c'est tous des gens qui fuient le système conventionnel et pour des plus ou moins bonnes raisons, mais qu'en plus, ils savent que dans cet environnement-là, ils sont tous interdépendants des uns des autres pour survivre. Donc comment on fait quand en fait, on est là parce qu'on n'aime pas les gens, mais qu'on a besoin des gens pour survivre. Et du coup, l'AMA en fait, s'organise comme ça, donc c'est une société un peu étrange parce qu'à la fois... tout le monde va potentiellement te mettre un coup en passant parce qu'il n'aime pas la manière dont tu l'as regardé, mais en même temps, tout le monde est très conscient que si tout le monde ne travaille pas ensemble, ça ne pourra pas fonctionner et qu'ils doivent s'organiser d'une certaine manière. Et du coup, c'était très intéressant d'un point de vue technologique déjà, de dire, voilà, par exemple, comment on gère le recyclage de l'air, le recyclage des déchets, la purification de l'eau, comment on gère aussi, et ça c'est un truc que j'ai trouvé intéressant parce que je m'y suis retrouvée confrontée en écrivant, et ça me passionne, c'est comment on gère le temps dans ces endroits clos où il n'y a pas de fenêtre, où en fait on n'a pas de jour-nuit. Et du coup, sur l'AMA, ils utilisent les cycles de recyclage pour se générer en fait une base temporelle. Donc les recyclages ont lieu à peu près tous les 3 jours terriens. Et eux, ils disent pas on se voit demain, ils se disent on se verra avant le recyclage ou après le recyclage, ou tant d'heures avant, tant d'heures après. Et ça leur permet de rythmer et de se mettre dans leur temporalité à eux, ce qui les éloigne encore un peu plus aussi du monde normal, entre guillemets. Et voilà, et c'était plein de contraintes comme ça qui, quand j'ai commencé à écrire, m'ont pas du tout effleuré. Et quand j'ai voulu corriger et que je me suis dit, nous avons plein de problèmes là, ce n'est pas du tout cohérent cette histoire. Et c'était très intéressant. Moi j'aime bien les espaces clos de manière générale. Je le refais dans Tonnerre où en fait il y a quasiment plus de villes, mais il reste quelques endroits qui sont clos, où on sait qu'il n'y a pas beaucoup de place, que les ressources sont très limitées. Et je trouve que ça conditionne beaucoup les personnages ça fait ressortir plein de choses chez eux qui sont intéressantes à explorer. Dans vos 2 œuvres, il y a aussi une veine commune c'est des œuvres féministes. Je m'en réjouis, on peut s'en réjouir. Et il y a une limite que vous questionnez souvent, c'est celle du contrôle de la population, qui passe, en tout cas nécessairement, par un certain contrôle du corps des femmes, une aliénation aussi du corps des femmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet ? Comment vous avez mis ça en scène et avec parce que dans certaines de vos œuvres, on voit clairement une limite démographique à ne pas dépasser, mais le pendant de cette limite, c'est que ça peut passer par
un contrôle du coup du corps des femmes. Justement, dans Pollen, on a complètement le contrôle des femmes sur le bouclier, puisque là, elles enfantent d'une façon classique, et donc elles sont contraintes, elles vont enfanter uniquement 2 fois dans leur vie, 2 garçons, et donc elles sont complètement contraintes. Elles sont d'autant plus contraintes qu'elles ont été enlevées à la planète par ces guerriers. Donc il y a une cérémonie, la cérémonie du don, et en fait elles sont le fait qu'elles aient à quitter leur triade est évidemment un déchirement total. Et donc, quand elles arrivent sur la planète, obligées effectivement de vivre avec un homme qu'elles n'ont pas forcément choisi. Donc, là, on montre effectivement que c'est pas un sort extrêmement enviable. Alors, quand on pense que ça existe chez nous avec les mariages arrangés, donc il y a plein de cultures où il y avait des rapts de femmes. Pour prendre une épouse, il fallait aller l'enlever aussi à sa famille. Oui, le rapt, les Mongols font ça, je crois. On peut en parler avec la mythologie, avec le rapt des femmes tout le monde dans l'Antiquité. européen ancien, ouais. Et ça existe, ça perdure encore au Caucase. À l'heure actuelle, où c'est ritualisé, c'est mis en scène. C'est mis en scène, mais ça se fait toujours, oui, bien sûr. Et j'ai une question. Est-ce que du coup, ces femmes-là, donc qui enfantent naturellement, est-ce qu'elles reviennent après sur la planète ? Non, elles Parce que reviennent du coup, pas. il y a vraiment elles sont vraiment plus dans la société du tout, quoi. Non, toute l'histoire vient justement du fait que un frère donc a commis un meurtre et a été déporté sur la planète après qu'on lui a vraiment lessivé la tête, c'est-à-dire il a plus de souvenirs, et sa sœur, qui ne supporte absolument pas d'être séparée de son frère, donc va tout faire pour draguer en fait un guerrier et réussir à être envoyé sur la planète, alors contrairement à tous les usages et à ce que souhaite la matriarche et celle qui gère la planète. Et donc il y a une sœur qui reste sur la planète, sur Pollen, et elle évidemment c'est un drame total pour elle parce qu'elle a perdu et son frère et sa sœur, et donc ça va être cette interaction qui va faire que l'histoire avance et que vers une résolution dont je ne parlerai pas ici parce que bon, pas de spoiler. C'était quoi la question ? Du coup, j'espère en tout cas que ça vous a donné envie de lire Pollen tous. C'était sur, du coup, dans vos 2 œuvres, on voit à la fois des nécessaires limites, mais du coup aussi le pendant de ces limites qui peut passer par du coup le contrôle et l'aliénation du... Alors moi j'ai fait l'inverse parce que dans Tonnerre les gens sont stériles. En fait, à force de manipulation génétique, en fait. Et parce qu'il y a eu plusieurs hivers nucléaires, des maladies, etc. Mais en fait, ils se retrouvent avec une population qui essaye par tous les moyens, justement, de ne pas tomber malade, de ne pas muter, de rester. En fait, ils appellent ça pur génétiquement, c'est-à-dire le plus proche possible des humains tels qu'on était avant que le monde vraiment se casse la margoulette. Et en fait, toutes ces manipulations génétiques font que ils sont tous plus ou moins stériles à divers degrés, et du coup, ils n'arrivent pas à faire d'enfants. Ils n'y arrivent pas, c'est fausse couche sur fausse couche. Donc en fait, ils sont confrontés au problème que déjà, alors certes, ils sont en quantité limitée de personnes, parce qu'au fur et à mesure des générations, en fait, la population diminue, et en plus, ils ne peuvent pas se reproduire. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher des gens à l'extérieur avec des traits génétiques intéressants qui récupèrent pour enfanter des enfants et essayer de faire perdurer cette espèce-là, cette humanité-là. Donc c'est un peu, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment dans Tonnerre cette question du bon monstre et du mauvais monstre, et de dire en fait, alors les monstres on n'en veut pas. Par contre, si c'est utile, on prend ce qu'on a à prendre et après on les chasse, quoi. Et du coup, c'était intéressant de mettre tous ces scientifiques un peu face à leurs propres contradictions. En fait, à force d'aller trop loin, qu'est-ce qui se passe et comment on règle ce problème-là ? Est-ce qu'on accepte que ça s'arrête, quoi ? Ou est-ce qu'on se dit, en fait, on a tellement... eux, ils sont dans une optique de dire, on a tellement bossé pour survivre selon nos valeurs et nos convictions qu'ils ne peuvent pas accepter que ça ne marche pas et qu'ils aient eu tort, parce que ça voudrait dire que vraiment ils ont fait tout ça pour rien. Et donc du coup, il y a toute cette question après de l'éthique dans la génétique et jusqu'où on peut aller et quelle est la limite et qu'est-ce qui se passe quand on franchit la limite et du coup, alors, est-ce que c'est la roue libre totale ou est-ce que quand même à un moment on a un garde-fou moral qui dit peut-être que là j'ai un peu déconné, qu'est-ce que je peux faire pour arranger la situation ou pas.
On a jusque-là surtout parlé de l'essaim qui est un projet en tant que tel, mais on peut aussi penser à des essaims fortuits qui peut-être accompagnent les essaims de population. C'est l'essaimage d'histoire, de savoir, de vérité. C'est aussi peut-être une métaphore aussi de vos travaux d'écriture où il y a aussi une dialectique interne-externe. C'est un travail d'abord intime, puis il y a publication, ça essaime, ça crée des communautés de lecteurs. Patrice, la façon dont les récits et les mythes circulent, c'est un de vos sujets de prédilection en mythologie comparée. Qu'est-ce que peut nous apprendre en fait l'étude de cette dispersion et de cet essaimage de récits? Je sais que c'est une très vaste question, mais étant donné que c'est un domaine qu'on évoque peu, il me semblait important de... C'est très très vaste, et c'est d'autant plus vaste que c'est une question qui est en cours de renouvellement profond depuis une quinzaine d'années, grâce à des chercheurs qui utilisent à l'heure actuelle les outils de la phylogénétique pour étudier la dispersion des récits mythologiques à travers le monde. Alors, je peux citer quelques noms, mais en France, on a Jean-Loïc Lequellec, qui est un préhistorien ethnologue, il y a Julien Duy, qui est anthropologue, c'est remarquable parce que, on le sait depuis longtemps, depuis les travaux des structuralistes, mais les récits sont remarquablement stables dans leur structure et aussi dans leurs motifs. Alors les motifs, c'est les plus petites parties constitutives d'un récit qu'on puisse individualiser. Alors c'est marrant parce que c'est tout à fait le genre de travail qu'on peut faire aussi sur la science-fiction, qui est une littérature à histoire propre, avec des motifs et avec des types de récits qu'on va voir apparaître, puis se répandre, se diversifier, puis régresser. Donc cette approche phylogénétique, elle se développe de plus en plus avec des outils statistiques. On utilise des logiciels réellement de phylogénéticiens, de généticiens donc. Et ce qui est intéressant, c'est que les travaux qui sont en cours permettent à l'heure actuelle de confirmer ce qu'écrivent les paléontologues et les préhistoriens sur les migrations humaines depuis la sortie de l'Afrique. Et ça, c'est colossal. Alors, ça permet aussi de voir que à peu près tous les phénomènes qu'on a observés dans les études de population, donc de migration et aussi de régression, sont aussi observables dans l'étude de la diffusion et de la diversification des idées, des récits mythologiques en l'occurrence. Donc on voit par exemple que si on part d'un centre, les idées vont se répandre et puis parfois s'éteindre complètement dans le champ intermédiaire et au final ne subsister qu'à la marge et peut-être parfois à leur point d'origine. Ça s'observe aussi avec les populations. On a aussi un phénomène qui est finalement assez peu abordé en science-fiction, sauf dans les romans post-apocalyptiques, mais là on n'est plus dans la logique d'un essaimage, c'est celui du goulot d'étranglement. Donc des populations qui ont essaimé, qui se sont diversifiées, et puis patatras, une catastrophe universelle, et il ne reste plus que quelque part, mais pas forcément au foyer de cette population, un petit noyau qui survit. Et à partir de là, qui va lui-même se répandre à nouveau et se diversifier à nouveau, avec une perte de la diversité d'avant, mais un renouveau de diversité. Et ça, je me trompe peut-être, mais c'est quelque chose qu'on voit très très peu dans la science-fiction spatiale. Ouais, c'est pas. Ça me fait penser à d'autres motifs qu'on voit pas. Par exemple, c'est le retour des essaims. Ça aussi, c'est un motif qu'on voit très peu. Il y a une novella, de Marion Zimmer Bradley, on en pense qu'on en pense, mais elle a fait une novella qui s'appelle La vague montante, où justement, c'est 400 ans après l'arrivée des colons sur une planète, certains rentrent sur Terre, et comment ils sont reçus. Et alors ça, quand je l'ai lu, j'avais jamais lu de SF qui parlait de retour aussi comme ça, des colons, quoi. Mais c'est vrai que ce goulot d'étranglement, comme tu dis, je pense pas avoir lu de SF vraiment... Après, j'ai pas tout lu, mais... Pour le retour, on parlait de Kim Stanley Robinson, et puis vraiment, c'est vraiment complètement raccord avec tout ce qu'on a dit, parce que son roman Aurora,
donc qui montre une tentative d'aller coloniser une planète dont on a découvert qu'elle pourrait être habitable. Donc on a un vaisseau qui marche à 10% de la vitesse de la lumière. On sait que pour atteindre la planète, il faudra 200 ans. Donc on va avoir des générations successives qui vont succéder. C'est géré par une IA qui, au fur et à mesure du voyage, va devenir de plus en plus intelligente, en fait. Et quand ils arrivent sur la planète, ils s'aperçoivent que non, finalement, c'est pas possible. On peut pas. Ok, il n'y avait pas de macrocosme, il y a un microcosme qui permet pas d'habiter la planète. Et donc retour avec cette arche. C'était pas vraiment prévu pour faire un retour, donc ils ont des biomes différents dans l'arche qui commencent à se dégrader. Et on a ce surgissement de l'intelligence artificielle qui est vraiment extraordinaire. Mais là, effectivement, on a vraiment le goulot d'étranglement, le retour, l'obligation du retour sur la Terre. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir l'évolution de Sam Robinson par rapport à sa trilogie martienne, et où il pensait vraiment possible la colonisation de Mars. Et il est beaucoup plus prudent maintenant. Excusez-moi, je suis dans la gorge. Même si, avec son roman 2312, il a montré comment on pouvait coloniser, mais uniquement notre système solaire. Voilà. Mais il est magnifique, ce roman, parce que justement, cette projection, qui est d'ailleurs aussi féministe, puisque on peut s'échanger les sexes, on peut avoir plusieurs sexes à la fois, etc. Et cette colonisation du système solaire, ça montre d'une façon très ambitieuse comment ça pourrait se produire. Et dans Aurora, si ma mémoire me fait pas défaut, aussi ce qu'on a rapporté, ceux qui reviennent, est très difficilement audible par les terriens qui sont restés et qui, eux, aimeraient continuer à pouvoir rêver d'essaimages et de planète B. Si on revient juste peut-être sur la question du coup de la dispersion des récits, ce que vous racontiez, et que notamment on peut trouver à des endroits très différents du globe des récits très similaires, qui du coup laisse à penser que ces récits ont accompagné, datent de temps immémoriaux. Oui, en fait, pendant un moment, on a suivi le travail du psychanalyste Carl Gustav Jung qui parlait d'archétypes. Autrement dit, qu'il existe des choses invariantes partout et en tout temps dans l'imaginaire humain. Le seul problème, c'est que quand on met à l'épreuve cette théorie, chaque fois que quelque chose a été désigné comme un archétype, on se rend compte que ça n'est jamais invariant ni dans le temps ni dans l'espace. L'un des archétypes qui avait été relevé, c'est le ciel et le père et la terre et la mer. Mais en Égypte, c'est exactement l'inverse. Donc on a un problème à chaque fois. Donc cette théorie des archétypes sur les récits primordiaux, les récits qu'on retrouve similaires un peu partout à travers le monde, ça ne marche pas. Et donc, on doit se poser la question que quand on trouve un récit en Amérique du Sud et qu'on retrouve exactement le même en Grèce ancienne, sans intermédiaire, il faut essayer de savoir, essayer de comprendre pourquoi. Alors ça, c'est par exemple le cas de la légende d'Orphée, qui est connue aussi bien en Afrique qu'en Amérique et donc sur le continent européen. Or, l'Amérique est séparée du point de vue des populations du reste du monde depuis au moins 12 000 ans. Donc il n'y a pas de contact jusqu'à l'arrivée des Européens. Alors, peut-être les Polynésiens sont venus un petit peu sur la côte ouest. Alors, on a progressé, on a commencé à travailler plus sérieusement cette fois-ci, mais en termes de corpus, donc à rassembler tout ce qu'on pouvait trouver de récits mythologiques à travers le monde. Et la base la plus impressionnante, c'est celle établie par un Russe qui s'appelle Yuri Beryoskin, qui a analysé plus de 40 000 ouvrages, et donc c'est des milliers et des milliers de récits mythologiques qu'il a dispatchés ensuite en motifs. Et à partir de là, on peut se rendre compte qu'on a réellement des gradients à travers l'espace et le temps quand on fait une analyse aréologique. Désolé des barbarismes, mais c'est l'analyse de la répartition spatiale de type, en fait, et ensuite l'explication de cette répartition spatiale. Et donc on se rend bien compte que, par exemple, il y a eu une double sortie d'Afrique
de l'humanité, une première très ancienne, vers 100 000 ans, et une seconde un peu plus tardive. Et la première très ancienne se conserve évidemment en Afrique, mais aussi en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. Et là, donc, on va retrouver des mythologies tout à fait similaires d'un continent à l'autre, alors que entre les deux, on va avoir les récits qui sont dus à la deuxième sortie d'Afrique, plus tardive, mais qui n'a laissé de traces finalement qu'en Eurasie, en Amérique du Nord. Et donc on n'a plus de passerelle entre les deux, entre l'Amérique du Sud, qui est devenue un isolat, et l'Asie du Sud-Est et l'Afrique. Et donc quand on met en corrélation les travaux des préhistoriens et ce type de recherche, on se rend compte que ça fonctionne, ça marche. Les récits sont extrêmement stables dans le temps, ils perdurent. Et ça se sent aussi, même de nos jours, on voit toujours l'empreinte de nos lectures sur nos propres créations. Et ça me permet peut-être de faire le pont pour une dernière question avant de passer la parole à la salle. Dans vos récits, on voit que, par exemple, si je prends Pollen et Tonnerre, il y a aussi des quêtes de récits des origines, alors que ce soit la quête du récit de la fondation de Pollen, qui va être un enjeu important. Dans Tonnerre, sans divulgacher, il y a un moment, un récit mythologique de temps très ancien qui va ressurgir et être vraiment clé pour l'intrigue. Est-ce que quand on a perdu contact avec la terre-mère ou avec peut-être la civilisation ruche originelle, c'est les histoires qu'il faut conserver pour garder ces traces, d'après vous? Ou est-ce que c'est en tout cas une idée qui vous parle? L'histoire est fondatrice, donc forcément les origines sont fondatrices. Mais pour parler un peu de mythologie, moi je me suis beaucoup inspirée de toutes sortes de mythologies et je trouve qu'effectivement les mythes fondateurs c'est vraiment c'est un terreau absolument extraordinaire pour les écrivains. Pour donner un exemple, quand j'ai écrit le roman qui s'appelle Le Créateur chimérique, je me suis inspirée de la mythologie vaudou et donc d'un serpent en fait. On a beaucoup le thème du serpent dans ce roman. Donc on a Dambala Wedo, qui est le côté masculin, et Aïda Wedo, qui est le côté féminin de ce dieu vaudou. Et donc on a l'idée de l'androgyne premier, c'est-à-dire on est à la fois mâle et femelle. Et si on se sépare, qu'est-ce que ça devient? Et ça a complètement inspiré l'écriture de ce livre pour moi. C'est Eros en Grèce, le dieu primordial, androgyne. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que les mythes les plus stables, mais vraiment les plus stables, ce sont les mythes étiologiques, les mythes d'origine. Toujours. Les autres, les mythes épiques, sont toujours plus soumis à des adaptations, à des évolutions, mais les mythes étiologiques sont d'une constance extraordinaire à travers le monde. Parce que on se base sur nos étiologies, des pourquoi, pour se construire. Donc, Absolument. Oui, je suis d'accord. Alors moi, je n'ai pas de mythe de la création, parce que dans Tonnerre, j'ai choisi de ne pas mettre d'indication ni temporelle ni spatiale de où se passe l'histoire. Et du coup, on sait juste qu'on est sur... En fait, on ne sait pas, mais je vous le dis, on est sur Terre quand même. Et en fait, on sait que le monde a été détruit, mais en fait, pour ces gens-là, ça n'a pas d'importance de savoir ce qui s'est passé avant, parce que c'est tellement dur de survivre qu'en fait, ils sont dans le présent tout le temps. Par contre, il y a quand même des troupes itinérantes qui circulent de ville en ville pour raconter la mythologie de ce nouveau monde-là et les histoires de ce nouveau monde-là, et transmettent en fait, ils font le lien entre les petites cités ou les communautés qui survivent, et du coup ils transmettent des nouvelles aussi de ce qui se passe ailleurs, et ça crée des mythologies comme ça, et sauf à Tonnerre où il reste des livres et où on a encore du savoir. Mais c'est un savoir qui est très protégé, qu'à certaines personnes, tout le monde n'y a pas accès. Et en fait, Lottie, qui sort de Tonnerre, connaît certaines choses, elle amène certaines choses ailleurs aussi. Et notamment, il y a cette légende que je ne peux pas raconter, parce que c'est vraiment un point pivot du roman, mais qui en fait, récupère
une créature de notre bestiaire fantastique à nous, et qui le fait revivre dans le monde de Tonnerre, comme si en fait il avait été lu pendant longtemps, puis réadapté, puis remâché, puis recraché, comme ça, enfin qu'il avait vécu sa vie de mythe jusqu'à être ressorti aujourd'hui. Et moi je suis d'accord, je pense qu'on est vraiment des êtres d'histoire, et que je pense que depuis toujours on se raconte des histoires, et que c'est normal que si on a tout perdu, qu'on cherche à recréer, et même dans un monde détruit, je pense qu'en fait il y a toujours une persistance des histoires, soit pas forcément complètes justement, mais des bouts. Et en fait, à partir de ces bouts-là, on va recréer des choses. Et je pense que c'est en nous. Enfin, on peut pas ne pas le faire. Et ça m'aurait paru bizarre d'avoir une histoire de post-apo qui parle pas de transmission d'histoire, parce que quand on n'a plus d'histoire, il faut la recréer, parce que on a besoin de savoir d'où on vient, et que ce mythe de l'origine, il est hyper important pour nous de savoir. Merci beaucoup. Je vais peut-être maintenant laisser la parole à la salle, si vous avez des questions ou des réflexions pour nos 3 intervenants. Ah, il y a une main. Bonjour. J'avais une question par rapport à l'essaimage du point de vue des récits, puisque vous avez abordé cette question à la fois dans l'aspect propagation et dans l'aspect goulot d'étranglement, effondrement, puis reconstruction éventuellement à partir de fragments qui sont restés. Est-ce que vous pensez qu'il y a des caractéristiques inhérentes à certains récits qui font qu'ils sont plus stables ou ils se transmettent plus facilement? Alors c'est une question qui est un peu inspirée des mèmes de Richard Dawkins, à l'image des gènes qui sont sélectionnés naturellement. Est-ce qu'il y a une sélection naturelle des récits qui font qu'il y a des thèmes qu'on retrouve dans des récits étiologiques, des thèmes communs, et qui vont se transmettre? Est-ce qu'il y a des fragments qui vont être sélectionnés de manière préférentielle, disons de manière générale? Je vais vous répondre très honnêtement. La question est hyper intéressante, mais je suis totalement incapable d'y répondre. D'accord. Je ne suis malheureusement pas un théoricien. Et je ne crois pas qu'il y ait grand monde à l'heure actuelle qui soit capable d'y répondre, tout simplement parce que c'est une discipline qui n'est pas enseignée et qui peine à acquérir ses méthodes. Ce qui fait qu'on en est encore un peu à tâtonner finalement depuis... parce que, si vous voulez, il y a eu auparavant des grandes écoles d'analyse, l'école naturelle, l'école psychanalytique, l'école structuraliste, mais chacune avait ses propres défauts et on essaye de faire quelque chose de totalisant, mais on en est encore vraiment au balbutiement en quelque sorte. Et quant à savoir pourquoi tel type de récit se maintient plus que d'autres, je ne saurais pas dire. Non, je préfère pas m'aventurer dans ce domaine-là. Honnêtement, je suis désolé, mais si vous me posiez une question sur un récit mythologique, je pourrais vous répondre à peu près, dans la mesure de mes connaissances, où est-ce qu'on va le retrouver et pourquoi, parce qu'il a suivi telle ou telle population. Mais le pourquoi ce récit a été conservé, là, je ne peux pas vous répondre. Merci. Bonjour. Tout à l'heure, vous parliez de quelqu'un qui avait dit qu'il fallait régler tous nos problèmes pour pouvoir coloniser l'espace. Est-ce que l'histoire ne nous contredit pas un peu ça, quand on voit que l'Europe s'est fait un gros plaisir de coloniser tout le reste du monde sans vraiment avoir réglé ses problèmes, et puis en étant complètement tous les pays ensemble en guerre les uns contre les autres, et juste par appât du gain et de la nouveauté. Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas reproduire ça, la colonisation de l'espace, avec le même problème géopolitique qu'on refout dans l'espace, en fait? Je pense qu'on n'est pas vraiment parti pour coloniser l'espace. Voilà, donc déjà, on a du mal à retourner sur la Lune. Bon, même si beaucoup plus de pays ont l'intention d'aller la coloniser, ça sera forcément la première étape pour ça serait forcément la première étape, parlons plutôt au conditionnel, pour une colonisation plus lointaine.
Bon, il a été question de Mars, mais bon, comme on disait tout à l'heure, ceux qui se sont vraiment beaucoup documentés sur la question sont un petit peu revenus sur l'idée d'une colonisation possible, qui impliquerait évidemment la terraformation qu'avait mis en scène Stan Robinson justement dans sa trilogie. Mais voilà, donc de toute façon, ça serait du très long terme et on n'est pas prêt, compte tenu de la situation géopolitique actuelle, je pense que c'est pas demain la veille qu'on va voir cette colonisation. Je suis d'accord. Pardon. Vas-y. Je pense que déjà, on ne se rend pas compte de la quantité de ressources que ça demande d'aller sur Mars. Et une terraformation, en fait, virtuellement, c'est impossible. C'est-à-dire qu'actuellement, avec les ressources qu'on a sur Terre, on n'a même pas assez pour... Enfin, on peut rien faire. On peut rien terraformer, c'est impossible. Alors après, je vais nuancer parce que je me dis qu'effectivement, il y a quand même la Station spatiale internationale qui existe et qui est quand même un exemple, s'il en est, de coopération, puisqu'on trouve quand même plusieurs nations là-haut, donc ça doit être possible de faire des choses ensemble quand on veut vraiment. Le problème, c'est qu'on ne veut pas vraiment. Donc je pense que la coopération, elle est possible, mais en fait, pour l'instant... Le problème, c'est que l'humain, malheureusement, n'agit que par nécessité. Et pour l'instant, on a encore beaucoup de choses à détruire sur notre planète, même si on y arrive très bien et très vite. Donc on n'a pas encore cette nécessité de partir vraiment. Et quand ce sera le moment, ce sera trop tard. De toute façon, on ne pourra pas le faire. Mais donc, en fait, je pense que la coopération, elle est possible, mais c'est pas notre priorité. Et en plus, vraiment, on se rend pas compte de ce que c'est d'aller coloniser une planète. Et imaginons que, par exemple, une seule nation décide de le faire, le temps que ça lui prendrait de rassembler ne serait-ce que toutes les ressources pour envoyer plusieurs personnes à très long terme sur Mars, les alimenter, leur envoyer tout ce dont ils ont besoin pour construire ne serait-ce qu'une base temporaire. Mais en fait, c'est colossal, c'est des échelles de temps complètement hallucinantes. Donc en fait, je pense pas que... nous, de notre vivant, on le verra pas, quoi. Mais... Après, sait-on jamais. On a eu un boom d'Internet à un moment qui a complètement changé le monde. Peut-être qu'on va faire une découverte à un moment qui va nous permettre de faire des trucs comme ça. Mais c'est vrai que l'ASF, ça reste de l'ASF. Et par contre, je pense qu'on ne cessera jamais d'y rêver. Parce qu'on a besoin, en tant qu'humain, de toujours penser ou de se prouver qu'on peut aller plus loin, qu'on peut faire plus, qu'on est capable de se dépasser, de se projeter, de faire des choses. Donc on y rêvera toujours. Et j'aimerais qu'on y arrive, mais je ne sais pas si on y arrivera. Pour rebondir sur ce que dit Floriane, en fait, il faut changer, faut se remettre un peu en contexte et revoir l'aube de la colonisation européenne du monde. Autrement dit, il faut se placer au 15e, 16e siècle. Alors, j'ai un collègue à l'université de Caen, Christophe Manœuvrier, qui travaille sur, par exemple, les voyages des navigateurs français vers l'Afrique et vers les Amériques. Et à l'époque, la technologie, elle existe déjà. Et on part sur des bateaux qui sont plus ou moins vaillants, mais qui sont déjà existants, qui servent pour les guerres en Europe, tout bêtement, qui sillonnent la Méditerranée. Donc il n'y a pas d'innovation technologique. Et il y a un autre enjeu, c'est que un marin qui part du port de Dieppe en Normandie pour aller faire du commerce en Afrique, parce qu'à l'époque on n'en est pas encore au stade de la colonisation, mais du simple commerce, il fait deux ou trois voyages et après, il s'achète une très grosse ferme, il s'installe, il est riche. On a les devis pour armer un bateau pour aller faire du commerce en Afrique et on a aussi parfois le résultat avec la cargaison. Donc ils reviennent avec de l'or, ils reviennent avec de l'ivoire, ils reviennent avec de la maniguette, donc du poivre de Guinée. Tout ça, en fait, grosso modo, je peut-être de mémoire, il faudra vérifier quand il aura publié son bouquin, ce qui ne va pas tarder. Le rapport est de 100 pour 1. Le rapport de la colonisation spatiale à l'heure actuelle, il est de rien. Parce que quel est le bénéfice d'aller s'installer sur un caillou dans lequel on n'est pas forcément sûr d'aller trouver des ressources pour subsister? Les défis sont vraiment tout autres. Et c'est ce rapport à la richesse, d'ailleurs, qui a fini par donner l'idée, puisqu'il y a des ressources formidables ailleurs, on va les prendre. Et là, la colonisation, la vraie, a commencé. Mais les technologies existaient déjà. Donc il n'y avait pas de finances à apporter pour développer des nouveaux bateaux qui permettent de franchir des océans. En fait, on y est allé, mais avec les bateaux qui se faisaient tout de suite. Donc les seuls frais qu'il y avait, c'était de payer l'équipage
et de payer l'avitaillement, donc l'approvisionnement du bateau, et le bateau lui-même s'il fallait le construire. Mais en fait, je pense qu'il y a un double... En fait, il y a deux choses à voir. Il y a l'essaimage dans le sens, comme nous on le pense en SF, c'est-à-dire vraiment aller chercher d'autres planètes, d'autres ressources, faire autre chose. Et après, il y a tout ce qui est la science et l'essaimage scientifique, entre guillemets. Quand on envoie des satellites ou quand on envoie des chercheurs sur l'ISS ou quand on envoie des rovers sur la Lune ou sur Mars et tout, en fait, ça reste aussi hyper important parce qu'on a besoin de savoir. Donc il y a tout cet essaimage scientifique-là, pour le coup, il ne s'arrêtera jamais. Parce que l'humain, depuis toujours, regarde les étoiles et on veut savoir ce qui se passe et on veut comprendre. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on arrivera toujours à faire des choses, mais d'un point de vue économique, politique, géopolitique, tout ça, en fait, ça me paraît hyper compromis, quoi. Faut pas oublier quand même que aller exploiter la Lune, c'est quand même un réservoir de richesse. Les astéroïdes, pareil. Mais bon, c'est pas parce qu'on ira exploiter ces richesses qui deviendront de plus en plus nécessaires pour notre planète épuisée qu'on peut rêver à une planète bis. Vaut mieux pas rêver à une planète bis. Je ne pense pas qu'on puisse compter là-dessus. Il faudrait commencer par sauvegarder le monde sur lequel nous sommes et dans lequel nous vivons et qui est sacrément épuisé. Et donc, pour ne pas être obligé d'en arriver à une terraformation de notre propre planète parce qu'on sera plus capable d'y vivre. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être rapidement, ouais. Bonjour, j'ai un peu la voix cassée, je suis désolée, je suis là. On te voit. Oui, moi j'avais une question par rapport au déluge. En fait, j'ai l'impression qu'effectivement, il n'y a pas de planète B, on est d'accord, mais que le déluge, ça fait penser à notre planète comme la planète B, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça a été un prétexte pour anéantir toute l'humanité, souvent par châtiment divin. On sélectionne quelques élus et ensuite on les envoie reconquérir la terre qui a été dévastée pour refaire soi-disant mieux. Et en fait, c'est souvent pareil, voire pire. Et donc, on voit ça dans les mythes antiques, dans la Bible, dans les mythes religieux, mais aussi beaucoup en SF, où finalement les dystopies et la fin du monde deviennent des prétextes pour pouvoir anéantir la population et recommencer sur de nouvelles bases. Donc voilà, si vous avez un avis sur... c'est pas trop une question du coup, désolée. Alors, je vais essayer de répondre à sa non-question. Oui, en fait, je ne sais pas si en post-apo on parle d'élus, encore que dans Tonnerre, ils se prennent un peu pour des élus. Mais c'est vrai qu'il y a ce mythe qui revient où en fait, on se dit, ils sont peu à survivre, donc entre guillemets, ceux qui survivent, c'est peut-être soit ils sont plus forts, soit ils ont mérité entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est un motif qui revient de manière un peu détournée. Maintenant, j'ai l'impression que si tu lis un peu ce qui se passe en post-apo, on essaye de faire mieux, mais on ne refait jamais que la même chose, quoi. Donc, je pense que toute la littérature du post-apo, pour moi, en tout cas de mon point de vue, il y a deux choses. Déjà, elle montre qu'en fait, pour l'instant, on n'a pas trouvé un moyen de ne pas refaire les mêmes erreurs, mais qu'en fait, du coup, c'est un peu dire, regardez, en fait, ce qu'on essaye de faire là depuis X temps, même si ça va mal et qu'on le refait, ça ne marche pas. Donc en fait, il faut trouver d'autres solutions. Et c'est tout, pour moi, l'importance du post-apo, qui a malheureusement, je trouve, très mauvaise presse, où on dit que c'est un genre très déprimant, où tout va mal, etc. Et moi, je pense que c'est fondamentalement le genre de l'espoir, parce qu'on essaye de montrer qu'il y a d'autres manières de fonctionner, avec des communautés peut-être plus restreintes, avec des sociétés qui sont vraiment plus interdépendantes des gens, où vraiment on remet la personne au centre et on n'est plus dans un truc tentaculaire, hyper connecté, parce que de toute façon on n'y a plus accès, où vraiment on se recentre dans l'essaim en interne. Oh là là, comment j'ai fait le lien avec, avec le thème de cette conférence, où vraiment on se retourne vers nous, quoi. Et je pense que c'est notre manière de dire, il faut revoir maintenant nos manières de faire, parce que même si ce fameux déluge ou cette fin du monde elle arrive, si on perdure dans notre schéma actuel, en fait on va juste continuer à faire ça et on sait déjà que ça ne marche pas. Mais du coup oui, je pense que c'est un motif qui revient
pas toujours de manière aussi claire que ce déluge qui détruit tout le monde avec des élus, mais qu'on retrouve et qui est intéressant parce que ça nous permet de nous débarrasser d'une grande partie de la population pour nous concentrer sur d'autres petites parties peut-être pas plus intéressantes, mais en tout cas qui fonctionnent différemment. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi qui as écrit du post-apo. Moi, le post-apo que j'ai écrit, donc, je pense que c'est mon roman qui se rapproche le plus de ça, c'est Chromoville. Et donc, effectivement, on est après l'apocalypse et on a la construction d'une espèce de tour de Babel et avec une reproduction de caste. Donc, c'est le cycle qui recommence avec les dominants, les dominés et voilà. Et donc, cette ville qui marche par strates, voilà, avec un système de caste. Merci beaucoup Joël, Floriane et Patrice pour ces échanges. Je rappelle juste qu'on peut vous retrouver en dédicace tout de suite à 11h30 à la librairie. Et pour ce qui est de vous, Joël, également, il me semble, cet après-midi à 16h en dédicace à la librairie. Bonne journée.